Ok, bonjour tout le monde. On va continuer à regarder l'exercice 3 et je vous donne quelques minutes à lire le sujet et on va traiter la deuxième partie de cet exercice. Ok, je crois qu'on peut commencer. Donc maintenant, ce qu'on regarde, c'est le groupe Z au carré. Mhm. Et après, on regarde le sous-groupe H, qui est l'ensemble de tous les éléments de cette forme où les deux coordonnées sont congrues modulo 2. Et on a déjà montré que H est un sous-groupe de Z au carré et on peut le noter comme G, G comme groupe. Et donc pourquoi? Et donc on a montré que d'abord, si on, d'abord, euh, on a l'élément neutre qui est dans G, qui appartient dans l'élément neutre dans G appartient dans H aussi. Et si on prend n'importe quel deux éléments dans H, leur somme dans ce cas-là. Je dis somme, c'est juste pour le résultat d'après l'opération du groupe. Leur somme est bien dans H et si on a un élément quelconque, et son inverse est aussi dans H. Okay. Donc, si on vérifie ces trois conditions, ça montre que H est un sous-groupe de G. Maintenant, on veut montrer que en fait, on a un résultat même mieux, c'est que en fait, H est isomorphe à G. Ok, donc peut-être au début, ça, c'était pas très intuitif parce qu'on on voit que H, c'est un sous-ensemble strict de G, c'est-à-dire que, ouais, il y a des éléments qui appartiennent dans G, mais qui ne sont pas dans H. Mais en fait, pour comprendre leur structure en tant que groupe, on peut dire qu'ils ont juste la même structure. C'est-à-dire que en faisant les calculs ou les opérations de groupe dans H, ça me donne juste le même résultat dans G via une application qui est l'isomorphisme à définir. OK. Donc maintenant, on va montrer que avec cette application H, ça nous donne bien ça nous donne bien un isomorphisme.
qu'il y a UV dans H associe l'élément comme ça. Donc, première chose à vérifier, c'est que F, c'est bien un morphisme. Parce qu'on a déjà dit que la définition d'un isomorphisme, c'est un morphisme qui est bijectif. OK? Donc, première chose à montrer, c'est que F est un morphisme. Et par la définition d'un morphisme de groupe, il faut juste vérifier la définition, c'est que F de AB est égal à F de A, F de B. C'est-à-dire que l'opération du groupe commute avec cette application. OK? Donc, on peut aussi dire que cette application préserve la structure du groupe, parce que c'est juste la même chose de faire l'opération de groupe d'abord et appliquer cette application, ou soit appliquer cette application d'abord et faire l'opération du groupe après. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'il faut vérifier. Donc, maintenant, on va vérifier ça. Donc, on prend juste deux éléments A et B dans Z ou carré. Donc, soit on a deux éléments dans G quelconque. Et maintenant, on va montrer que F de la somme est égale à la somme des images de chaque élément par F. Et donc ça, c'est ce qu'il faut montrer. Et maintenant, bien sûr, c'est trop facile parce que c'est juste avec cette formule. Et donc, c'est évident, quoi. Parce que c'est juste... ouais, donc, tout est linéaire. Et donc, dans ce cas-là, donc, il faut juste le développer avec cette formule. Et après, on voit que, ouais, ça, c'est bien une égalité. Et donc, je crois que c'est pas la peine de montrer ces détails, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut montrer, en fait. Donc, on sait que ça, c'est l'égalité à montrer. Et pour le montrer, c'est trop facile. Ce qui est important, c'est de savoir euh, qu'est-ce qu'on doit montrer pour vérifier que ça, c'est un groupe. On utilise juste la définition, en fait. OK. Et donc, ça, c'est bien un morphisme groupe. Et après, il faut montrer que ça, c'est bijectif. Et en fait, il y a plusieurs façons pour montrer qu'une application est bijective. Soit on trouve une inverse de cette application, soit on peut montrer que le noyau est nul, et parce que le noyau est nul est équivalent à dire que cette application, ce morphisme de groupe est injectif. Et soit on peut aussi dire que... ah non, en fait, c'est les deux. OK. OK, amorphisme et un isomorphisme, c'est seulement si il est injectif et subjectif. OK. Pour montrer l'injectivité, on peut montrer que le noyau est nul. Et après, il faut toujours montrer la subjectivité. OK, dans ce cas-là, je vais prendre l'approche un peu plus intuitive, c'est qu'on va juste trouver une inverse. Parce que dans ce cas-là, on a juste une formule explicite pour décrire f, et donc pour trouver son inverse, c'est juste un problème de résoudre l'équation en fait. OK, donc on essaie de trouver l'inverse de f. C'est-à-dire que si on se donne l'image de f, disons égale à par exemple a et b, et on veut retrouver, écrire u et v en fonction de A et B. Et donc, c'est-à-dire que si on a maintenant un élément H, dans H, donc ça c'est dans H, et on veut exprimer U et V en fonction de A et B. Et donc, comme ça, on a une inverse de F. D'accord? OK, donc ça c'est juste une question de résoudre l'équation en fait. Donc maintenant, on a... Allez-y, je vous écoute. OK. Et donc la question c'est, est-ce qu'on peut
Donc déjà, V est donné par B déjà. Et U est donné par A moins V. Donc c'est A moins B sur 2. D'accord. OK. Donc, on peut dire que cette application qui a AB associe l'élément A moins B sur 2 et B est une inverse de F. OK. Et, et dans ce cas-là, il faut vérifier que en fait, cette application est bien définie, parce que A et B, ils sont congrus modulo 2, et donc A moins B est bien divisible par 2. Donc ça nous donne bien un entier, parce que sinon ça tombe pas dans G. Ok, parce qu'on peut imaginer que si ça c'est pas entier, donc ça cette écriture n'a pas de sens, parce que on regarde les éléments dans G. Ok. Et aussi, juste pour dire un mot un peu plus, c'est que quand on définit l'application de f, il faut aussi vérifier que ça c'est bien défini, c'est-à-dire que ça c'est bien un élément dans H. On doit vérifier que en fait cet élément, les coordonnées de cet élément vérifient bien la condition ici. D'accord? Mais ça c'est facile à voir parce que pour dire que les deux éléments sont congrue modulo 2, il faut juste montrer que 2 divise leur différence. Et donc, leur différence, c'est 2u, qui est bien divisé par 2. D'accord. Donc, maintenant, on a montré que f a une inverse. Donc, f est bijectif. Et donc, une application bijective qui est aussi un morphisme et un isomorphisme de groupe. D'accord. En fait, on a aussi cette astuce de montrer l'injectivité par le noyau. Ok, donc, en fait, ça, c'est vraiment spécial parce qu'on a une structure de groupe. Parce que sinon, si on a juste une application, on veut montrer que ça, c'est injectif. Il n'y a pas même une définition pour le noyau. Je crois la première fois qu'on a rencontré cette notion de noyau, c'est quand on apprenait la notion de morphisme de l'espace vectoriel. Et en fait, un espace vectoriel est bien un groupe, mais avec des structures supplémentaires. D'accord? OK, donc c'est toujours parce qu'on a des structures supplémentaires ensemble, peut-être qu'on peut utiliser des outils plus avancés. Parce que les éléments dans cet ensemble sont bien structurés, donc il y a plus de restrictions sur comment ça se comporte. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des outils avancés et des calculs plus simples que les, que les, comment dire, que les définitions originaires pour ce genre de comportement. Par exemple, la bijection. Donc, ça peut être défini pour n'importe quelle application d'ensemble. Et donc, dans ce cas, il n'y a pas de structure supplémentaire. Et donc, c'est plus difficile à montrer parce qu'il y a beaucoup de choses aléatoires. Et donc, on peut juste avoir n'importe quel type d'application, mais dans ce cas-là, c'est une application qui est un morphisme de groupe. Donc, c'est pour ça qu'on peut utiliser d'autres outils que la définition naïve. OK. Mais dans cet exercice, parce que déjà, juste pour montrer que ça c'est bijectif, c'est pas difficile du tout, c'est juste une question de résoudre un système linéaire. Et donc, ouais, on a montré qu'on a trouvé une inverse. Et ça, donc ça montre que f est bijectif. OK. Mais ce qui est important, c'est de savoir la définition. Qu'est-ce qu'un isomorphisme? C'est un morphisme qui est bijectif. D'accord? Et donc ça, c'est plutôt le but de cet exercice. OK, très bien. S'il n'y a pas de questions, on continue à regarder l'exercice 5. Ah non, l'exercice 4, pardon, l'exercice 4, mais n'hésitez pas si vous avez des questions.
Donc, on se donne un groupe G. Maintenant, on veut savoir tous les morphismes de groupe de Z. Donc, c'est le groupe de tous les entiers dans G. Et, la deuxième question, c'est de savoir tous les morphismes de Z au carré. Donc, c'est l'ensemble de tous les éléments de paire A, B avec l'opération d'addition bien définie. Donc, on veut comprendre tous les morphismes de Z au carré dans G. D'accord. Donc, c'est les deux questions à regarder. OK. Vous pouvez réfléchir un petit peu et si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à allumer le micro et à nous dire et on va résoudre cet exercice ensemble. Qui a une idée déjà? La première remarque, je pense, c'est que Z est un groupe uniquement pour l'addition. Donc, on va avoir une fonction générale f, petit f de A plus B est égal à f de A étoile f de B. Ouais. Ouais, ça c'est la Maintenant, condition d'écrire. pour que F soit un morphisme, ouais, bien sûr. Et après, est-ce qu'on peut même avoir une forme plus explicite pour ce F, par exemple? L'exponentielle, ça fonctionnerait déjà? Exponentielle, tu veux dire? Oui, exponentielle de A plus B est égal à exponentielle de A fois exponentielle de B. Ouais, mais ça veut dire que maintenant tu regardes les applications de Z dans R, par exemple. Mais maintenant, on ne sait pas encore la structure de G. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc, ouais. Donc maintenant, G est vraiment un groupe mystère et donc il n'y a aucune information. Et, mais déjà, je crois, ouais, ça c'est. Euh, mais déjà, par exemple, on peut avoir des exemples concrets pour comprendre ce qui se passe. Par exemple, on regarde juste Z dans R, par exemple. Et donc, votre camarade a proposé de regarder, par exemple, l'exponentielle. Donc, n envoyé à e puissance n, ou même plus général, on peut avoir un autre nombre comme base, n envoyé à a puissance n. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que maintenant, on a juste un seul paramètre, c'est ce petit a, c'est-à-dire que dès qu'on connaît ce a, qui est l'image de 1, parce que 1 est envoyé à a puissance 1, et on peut savoir automatiquement les images de tous les autres éléments dans Z.
Pourquoi? Parce que c'est juste par cette relation-là. C'est-à-dire que si on sait déjà que, par exemple, dans ce cas-là ici, 1 est envoyé à A, et donc, quelle est l'image de 3? Eh ben, juste par cette relation, 3 est égal à 1 plus 1 plus 1, et donc, c'est A fois A fois A, et A puissance 3. Mais bien sûr, ici, si on veut vraiment si on veut vraiment faire étape par étape, à partir de cette relation, il faut le faire en 2 étapes, c'est-à-dire que je regarde d'abord f de 2 plus 1, et donc, et après, je développe encore f de 2 en f de 1 plus 1, et après, je peux avoir ça. D'accord? Et donc, ça nous donne une intuition, c'est qu'en fait, ici, ce qui compte, c'est juste l'image de 1 dans Z. OK, donc maintenant, on va montrer qu'en fait, ça, c'est vrai pour tous les G. Donc, pas seulement pour G qui est R, mais pour tous les G. OK. Donc, soit maintenant, on a un morphisme F de G, de Z dans G. Et donc, on dénote juste par A, par exemple, l'image de 1. Et après, pour un nombre quelconque n, par exemple, quand n est positif, on suppose n dans Z. Donc, quelle est l'image de n? Et on écrit toujours comme ça, et à la fin, c'est juste pareil. Et à la fin, on voit que, en fait, ça, c'est juste A, n fois. OK. Et donc, pour n positif, et on a déjà toutes les informations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de liberté pour le choix d'image pour les éléments. Une fois, on a choisi l'image pour 1, et donc, en fait, pour tous les nombres positifs, et on a déjà une réponse définitive pour leur image. Et après, donc, on regarde, par exemple, d'autres éléments. Donc, 1, 0 est envoyé à quel élément ici? Donc, il faut retenir que 0, c'est l'élément neutre dans Z. Et donc, un morphisme de groupe envoie toujours l'élément neutre à l'élément neutre de G. Donc, en fait, Donc, ça, on c'est voit envoyé. sur 1. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est l'élément neutre E, on note par E de G, l'élément neutre de G. D'accord? Et donc, ça, c'est bon. Et après, on regarde les nombres négatifs. OK. En fait, on dit qu'un isomorphisme préserve la structure. Et donc, dans la définition, c'est juste que ça préserve l'opération. Mais en fait, on peut montrer, je crois que vous avez déjà vu ça au cours, ça préserve l'élément neutre et ça préserve aussi l'inverse d'un élément. C'est-à-dire que, en fait, si F est un morphisme, ouais, on a toujours que l'élément neutre, l'image de l'élément neutre et l'élément neutre. Et après, l'image d'une inverse d'un élément est l'inverse de l'image de cet élément. OK. En fait, c'est facile à montrer juste avec la définition, c'est-à-dire que avec f de
AB égale à f de A, f de B. On prend juste, par exemple, dans ce cas-là, pour ça, on prend A égale à B égale à E. Et donc, on montre que f de E est égal à f de E fois f de E. Et après, donc, on peut multiplier. OK, je vais écrire ça parce que ça se montre déjà très rapidement. Donc, on multiplie cette égalité par l'inverse de f de E. Parce que pour l'instant, on ne sait pas encore quel est l'élément f de E, parce que ça peut être n'importe quel élément. Mais ce qu'on sait, c'est que f de E admet toujours une inverse, parce que ça, c'est un groupe. Et ici, ça me donne E. Et ici, ça me donne f de E. D'accord? Et pour ça, c'est pareil. On prend B égale à A inverse. Donc, on a f de A égale à f de E égale à f de A inverse. Donc, mais f de E est égal à E, on sait déjà. Donc, ça montre que, en fait, f de A inverse, c'est l'inverse de f de A. OK, très bien. Donc ici, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de choix pour l'image de moins 1, parce qu'on a déjà fixé l'image de 1. Et moins 1, c'est l'inverse de 1, et donc l'image de moins 1 doit être l'inverse de l'image de 1. Donc ça, c'est l'inverse de 1. Et après, pour moins 2, moins 3 et jusqu'à moins n, ça c'est pareil, parce que c'est juste la même manière de montrer. OK, donc en gros, en fait, on peut résumer ça en juste une écriture simple. On peut dire que f de z dans G s'écrit juste comme ça, n envoyé à a puissance n. OK. Ça, c'est une convention pour l'opération n fois a. Et même pour n négative, ça veut dire qu'on prend d'abord a moins 1 qui est égal à l'inverse de a, et après a puissance moins n, c'est juste n fois l'inverse de a. D'accord? OK. Donc, en fait, on a montré que si f est un morphisme de groupe de z dans G, ça doit être toujours de cette forme. Parce qu'il n'y a pas de choix du tout. On fixe l'image de 1 comme A, qui est le seul paramètre pour f, et tout le reste, sont déjà définis, donc c'est comme ça. Et après, mais bien sûr, on doit aussi vérifier que toutes les applications de cette forme sont aussi des morphismes de Z dans G. Et ça, c'est évident, parce qu'il faut juste vérifier que une application donnée par cette formule vérifie la condition f de AB est égale à f de A, f de B. Et donc, ça, c'est juste un analogue de l'exponentielle avec cette écriture. Donc, c'est très bien d'avoir l'exponentielle comme exemple en tête. Et après, donc, même si on est dans le cas le plus abstrait, mais il n'y a rien de difficile, il faut juste généraliser ce qu'on savait déjà. Et donc, en fait, ça, c'est aussi la recherche de mathématiques. Euh, ouais, on connaissait déjà des cas simples et maintenant on a une notion abstraite qui est pour la plupart des cas juste une généralisation de ce qu'on savait déjà. Donc, pour montrer des trucs qui a l'air plus avancés, mais en fait, il n'y a pas de grand-chose. C'est juste une généralisation, donc il faut juste appliquer ce qu'on savait déjà. OK, donc c'est très bien. Mais en fait, ici, ce qui compte, le message derrière, c'est que tous les éléments de Z peuvent être engendrés par 1. C'est-à-dire que
tous les éléments de Z s'écrivent de la manière 1, moins 1 plus 1 plus 1 plus 1 n fois, ou moins 1, parce qu'on sait que si on a déjà un élément, on doit aussi avoir son inverse. Et donc, dans ce cas-là, 1 est un générateur de Z. Et en fait, Z a deux générateurs, 1 et aussi moins 1. Donc ici, en fait, c'est pareil. On peut aussi dire que, ouais, on fixe l'image de moins 1. Donc, on cherche d'abord un élément, par exemple B, qui est l'image de moins 1. Et on peut écrire, on peut juste avoir les éléments de tous les éléments qui restent. OK. Donc, ce qui compte, c'est qu'il faut trouver les images de générateurs. Donc, dans ce cas, Z peut être engendré par un seul élément, par exemple 1 ou moins 1. Et donc, pour tous les autres éléments, on peut toujours exprimer les autres éléments par une écriture de ce générateur, 1 ou moins 1. Et parce qu'un morphisme de groupe préserve la structure. Et donc, avec cette écriture par les générateurs, les images des autres éléments sont aussi engendrées par les images de générateurs. Dans ce cas, on a un seul générateur. F peut être engendré par un seul élément, et donc c'est relativement simple. Et donc, en fait, la deuxième question, c'est juste pour vous faire voir que, en fait, si on a plusieurs générateurs, ça fonctionne de la même manière. Donc, je note par G dans ce cas-là. Donc, il y a une idée, parce que je crois que je vous ai déjà donné beaucoup d'indications. Donc, parce qu'on sait que ça, c'est un morphisme de groupe, et donc, en fait, il y a beaucoup de restrictions. Donc, il n'y a pas beaucoup de choix, parce que dans le premier cas, pour F, on a juste un seul paramètre qu'on peut faire bouger et tout le reste est fixé automatiquement. Et donc, dans ce cas-là, on a un peu plus de liberté, mais pas beaucoup plus non plus. Donc, ici, les éléments dans Z ou carré s'écrivent de cette façon, A et B. Est-ce qu'on peut trouver un ensemble de générateurs qui engendrent tous les éléments comme ça, c'est-à-dire qu'avec les opérations de groupe, c'est-à-dire avec l'opération soit multiplication ou addition, et dans ce cas, c'est l'addition, et aussi prendre l'inverse, est-ce qu'on peut écrire n'importe quel élément dans Z au carré à partir d'un ensemble fini de générateurs? Qui a une idée? Il y a Oui, plusieurs de c'est choix. Hein. Oui, Achat, vas-y. 1-0, le couple 1-0 et le couple 0-1. Ouais, très bien. Et donc, AB est égal à... Donc, il faut trouver une combinaison linéaire de 1, 0 et 0, 1. Et donc, bien sûr, ça, c'est A et B. Mais ici, il faut faire attention, parce que, par exemple, quand on en algèbre linéaire, et donc, ça, c'est juste... ça veut dire juste qu'on a un truc qui s'appelle la multiplication scalaire, c'est-à-dire qu'on peut toujours multiplier un vecteur par un nombre réel ou rationnel, donc un nombre dans un corps. Mais ici, ce n'est pas le cas du tout, parce que ici, ce n'est pas un espace vectoriel, et donc on n'a pas ce type de... On n'a pas cette opération de multiplication scalaire. On a juste l'opération de groupe, qui est l'addition. Et donc, ça veut dire quoi? A fois 1, 0. En fait, ça, c'est juste une convention pour dire que ça, c'est juste... parce qu'ici, A est entier. A est un nombre entier. Donc, quand A est positif, ça veut dire juste que c'est 1, 0 plus 1, 0 plus 1, 0 A fois. Pour A plus grand que 0. Et si A est juste 0, et donc je par convention, et ça c'est 0, 0. Et si on a A négative, ou on peut dire que ouais, pour A positive, mais moins A fois A0, ça veut dire quoi? Ça veut dire on prend d'abord l'inverse de cet élément qui est
moins 1, 0. OK. Donc, quand on fixe un générateur, on a son inverse automatiquement donné, puisque chaque élément a un et un seul élément qui est son inverse. OK. Et donc, c'est juste une convention. Moins A fois A moins 1, ça veut dire qu'on prend d'abord l'inverse de cet élément. Donc, l'inverse de 1, 0, c'est moins 1, 0. Et après, on fait l'opération du groupe A fois. Donc, ça, c'est juste une convention pour... ah, non, mince. J'ai effacé quoi? Ah, qu'est-ce que j'ai effacé? OK, d'accord, OK, très bien. Donc, en fait, ça, c'est vraiment... Donc, en fait, il y a une longue définition pour cette écriture simple. Et donc, c'est pas du tout comme ce qu'on a défini en algèbre linéaire. Mais avec cette définition, on vérifie bien que ça vérifie juste toutes les lois qu'on espère. C'est-à-dire que, ouais, on peut juste imaginer comme multiplication. Et ça, c'est l'addition. Et donc, il y a bien la compatibilité entre ces deux opérations. OK, donc c'est-à-dire qu'on peut juste faire les calculs comme si on le faisait dans un espace vectoriel. Sauf si ici, on a A et B qui sont deux entiers au lieu de nombres réels ou nombres rationnels. Quoi. OK. Et donc, très bien. Et donc, intuitivement, on peut écrire tous les éléments AB comme une combinaison linéaire de 1, 0 et 0, 1. Et c'est juste qu'il n'y a pas de multiplication définie dans ce groupe du tout. Il y a juste l'opération du groupe qui est l'addition. Mais ce n'est pas grave parce que ici, A et B sont juste des entiers. Et donc, on a bien une définition très, très naturelle. Et en fait, c'est déjà une convention qu'on écrit toujours comme ça pour signifier ça. Et donc, après, ben, c'est juste comme dans la première question, et tout est clair, parce que si on fixe l'image de 1, 0 et 0, 1, et pour les autres éléments, il n'y a pas de choix, parce que, il faut juste appliquer l'écriture de AB, ça, en utilisant la propriété, ou plutôt la définition d'un morphisme de groupe, et on peut savoir automatiquement les images de tous les éléments qui restent dans G. D'accord? OK, donc on fixe d'abord l'image de 1, 0. Par exemple, on note par V. Et après, l'image de 0, 1, on note par... Oh non, l'image de 1, 0, on le note par U. Et après, l'image de 0, 1, on le note par V. Et donc, maintenant, l'image de... Donc, en fait, ça, c'est les deux seuls paramètres à fixer. Et après, en fait, par exemple, l'image de moins 1, 0, c'est quoi? Qui peut me dire? C'est déjà fixé, il n'y a pas de choix. C'est l'inverse de U dans G. Pourquoi? Parce que moins 1, 1, moins 1, 0, c'est l'inverse de 1, 0. Et on a déjà montré qu'un morphisme de groupe préserve l'inverse. C'est-à-dire que l'image de l'inverse d'un élément, c'est juste l'inverse de l'image de cet élément. D'accord? OK. Donc, il n'y a pas de choix pour ça. Donc, G de 0, moins 1 est envoyé à V, moins 1. Et donc, maintenant, G de A, B est envoyé à... Donc, on applique juste ce qu'on vient d'écrire. OK, donc j'utilise toujours
cette convention, cette écriture de puissance comme l'exponentielle. Mais en fait, il faut toujours tenir en tête que ça veut dire juste comme ici. OK? C'est-à-dire que quand A est positif, et on fait juste l'opération dans G, A fois, si A est 0, ça donne juste l'élément neutre. Et si A est négatif, on prend d'abord l'inverse de U et on fait l'opération A fois. D'accord? OK. Donc, c'est juste une écriture qui est une convention qui correspond à, cette image. Okay. Parce que si on fait le développement de cet élément, ça me donne bien ça. Parce que d'abord, pour A fois 1, 0, c'est par définition ça. Et après, on applique G. Donc, G de ça, c'est égal à G de chaque élément, G de 1, 0, comme ça. Et parce que chaque élément, c'est juste U, U, U. Et donc, c'est bien comme ça. OK. Donc, les deux conventions sont compatibles. Et donc, j'utilise juste cette écriture pour signifier que, en fait, ouais, donc, il faut bien définir ce qui signifie avec cet indice-là. OK. Donc, on voit bien que si on fixe juste deux éléments U et V dans G, N'hésitez pas à me demander autre chose. oh, pardon, ok. Donc, si on fixe juste deux éléments quelconques, U et V, dans G, et ça nous, on a montré que si G est un morphisme, c'est forcément de cette forme. C'est-à-dire que, ouais, bien sûr, on a l'image de 1, 0 et on a l'image de 0, 1. Et après, donc, il n'y a pas de choix pour les autres éléments. OK, donc tous les morphismes de Z au carré dans G sont de cette forme. Et en revanche, on veut montrer que si on choisit juste U et V quelconque dans G, et ça, avec cette écriture, ça définit toujours un morphisme de groupe. En fait, ça, c'est vrai, parce que pour le vérifier, c'est juste avec les mêmes calculs, c'est juste qu'on raisonne à partir d'autres directions. C'est-à-dire que maintenant, on ne sait pas encore si G est un morphisme ou pas. Donc, il n'y a pas d'image pour 1, 0 ou 0, 1. Donc, on définit juste l'image de 1, 0 comme U et on définit l'image de 0, 1 comme V pour U et V quelconque dans G. Donc, il n'y a pas de restriction pour U et V du tout. On choisit juste deux éléments dans G par hasard et on définit une application par cette loi et on vérifie que ça, c'est bien un morphisme, donc il faut juste vérifier ça. Mais bien sûr, ça c'est vrai, parce que c'est juste notre façon de définir cette application. OK. Est-ce que c'est clair? Et donc, maintenant, la réponse pour cette question, c'est tous les morphismes de Z dans G correspondent à tous les éléments de G, en fait. Parce qu'une fois on choisit un élément A dans G, on peut avoir un morphisme de F qui envoie 1 à cet élément. Et pour tous les morphismes de Z dans G, ça, c'est de cette forme aussi. Et tous les morphismes de Z au carré dans G correspondent bijectivement à toutes les paires d'éléments dans G, A, B. Et cette correspondance est donnée par cette formule. À toutes les paires, à toutes les paires U et V dans G. Pardon, ok. C'est pas A et B. A et B sont juste un élément quelconque dans Z au carré. Ok. Tous les morphismes de Z au carré dans G correspondent à toutes les paires U et V pour U, V dans G. Ok. Et cette correspondance est donnée par cette formule. OK, donc en fait, le message derrière caché, c'est toujours que 1, 0 et 0, 1 forment un ensemble de générateurs pour le groupe Z au carré. Et donc, on voit bien que dans ce cas-là, pour savoir la structure d'un morphisme, les deux groupes, qui est plus important? C'est le groupe de départ ou le groupe d'arrivée? En fait, c'est le groupe de départ, parce que une fois on connaît les images pour un ensemble de générateurs pour le groupe de départ, et on peut décrire complètement
ce morphisme. OK. Même si on ne connaît rien ici pour le groupe d'arrivée, et on n'a aucune information. Ce qu'on sait, c'est juste que, par exemple, dans ce cas-là, Z est engendré par un seul élément, et Z au carré peut être engendré par un ensemble de deux éléments. Et juste avec ces informations, on peut décrire tous les morphismes de Z ou Z au carré dans un groupe abstrait qu'on ne connaît pas du tout. OK, donc ça, c'est la compétence de générateur. Et donc, pourquoi on veut savoir si un groupe est monogène ou engendré par un ensemble fini d'éléments, et comment trouver cet ensemble de générateurs? C'est parce que si on connaît bien les comportements de générateurs, et on peut tout comprendre pour ce groupe. Et donc, c'est ça l'image, c'est ça le message à faire passer. OK, très bien. Et pour l'exercice 5, je crois, oui, déjà pour la première question, c'est très, très simple, parce que c'est exactement ce qu'on a déjà vu dans l'exercice 4. C'est juste un cas concret. Mais après, il faut déterminer le noyau et l'image. Et donc, c'est pour s'entraîner pour la notion de noyau et image, qui sont analogues de notion de noyau et image, par exemple, en espace vectoriel que vous avez déjà vu. OK, donc on va regarder l'exercice 5. Montrer qu'une application f de Z dans Z est un morphisme de groupe si et seulement si il existe un élément A dans Z tel que f de x est égal à ax pour tout x dans Z. Et déterminer le noyau et l'image de f. Et à la question suivante, c'est que quand est-ce que f est un isomorphisme de groupe? Pour cette première question, donc c'est juste ça. C'est juste ça, mais on remplace Z on remplace ce groupe abstrait mystère G par Z. D'accord? Et donc, je crois qu'il n'y a rien à dire pour cette question, parce que c'est juste un corollaire de exercice 4. D'accord? C'est qu'on fixe l'image de 1. Et après, tout est fixé, en fait. Okay. C'est pour ça qu'il y a cette correspondance entre les éléments dans Z et l'ensemble de tous les morphismes de Z dans Z. D'accord? Parce que ces correspondances, c'est juste donné par cette formule. On fixe l'image de 1 qui est un générateur de Z et on peut savoir les images de tous les éléments. D'accord? OK, donc pour cette question, il n'y a rien de difficile. Et donc, ce qu'on est intéressé à savoir, c'est plutôt le noyau et l'image de f. Et donc, dans ce cas-là, on a une formule explicite, et donc c'est très bien, et donc on peut faire des calculs concrets. Donc, il faut juste qu'on rappelle les définitions pour le noyau et l'image. Et en fait, c'est à peu près comme en algèbre linéaire, comme pour un morphisme de espace vectoriel. Et donc, le noyau qu'on note par ker, donc c'est kernel en anglais, ker de f, c'est l'ensemble d'éléments dans le groupe de départ. Donc, il faut bien distinguer les deux cas. Donc, le noyau, c'est un sous-groupe dans le groupe de départ, et l'image, c'est un sous-groupe du groupe d'arrivée. D'accord? C'est l'ensemble de x tel que f de x est envoyé à l'élément neutre. Donc, dans ce cas, c'est juste 0, parce qu'on regarde juste le groupe Z. OK. Et pour l'image de f, ça, c'est un ensemble, ça, c'est un sous-ensemble du groupe d'arrivée. Mais dans ce cas-là, parce que les deux groupes sont juste identiques, et c'est un peu dommage qu'il n'y a pas moyen de distinguer les deux, mais ici, il faut retenir que le ker, c'est
un sous-ensemble ici, et l'image, c'est un sous-ensemble ici, d'accord? OK. Donc, ben, ça, c'est juste... Mais l'image, c'est juste intuitivement justifié par son nom. Okay, donc, c'est juste l'ensemble de toutes les images. OK. Donc, maintenant, avec cette formule explicite, on peut juste faire des calculs. Et donc, c'est x dans z, tel que a fois x est égal à 0. OK. Et donc maintenant, il faut bien distinguer les cas différents, parce que par exemple, si A est égal à 0, tous les éléments X tombent dans cet ensemble, mais sinon, si A n'est pas 0, donc le seul élément tel que AX est égal à 0, c'est 0. OK, donc on voit bien que en fonction de A, les réponses sont différentes. D'accord? OK, mais pour l'instant, j'écris juste l'écriture générale pour la réponse. OK. OK, donc le noyau de F, c'est l'ensemble de X tel que AX est égal à 0, et donc est égal à Z ou 0 si... OK, donc ici, l'ensemble de X pour cette équation. Donc, on veut résoudre une équation comme ça, AX égale à 0. Et donc, si A est 0, donc ça, c'est juste tout. Et si A n'est pas 0, ça, c'est juste le seul élément 0. Ça le donne. Et après, pour l'image, et donc, c'est juste avec cette lecture, c'est juste l'ensemble de tous les multiples de A. D'accord. OK, donc maintenant, la question c'est quand est-ce que F est un isomorphisme de groupe? Et donc maintenant, parce qu'on a déjà fait des efforts pour comprendre le noyau et l'image, maintenant on peut utiliser le critère pour déterminer l'isomorphisme, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le critère que un morphisme de groupe et un isomorphisme si et seulement si le noyau est nul et l'image est égale au groupe d'arrivée. OK. Donc, F est un isomorphisme si et seulement si F est injective et surjective. Et OK. Je vous rappelle, encore dans ce niveau-là, ça, c'est général pour toutes les applications d'ensemble. OK, parce que dès qu'on a l'application entre deux ensembles, on peut définir ces deux notions d'être injective et subjective. OK, donc il y a encore dans ce niveau-là, il y a toujours pas de structure de groupe, d'accord? Mais après, F est injectif et équivalent à dire que le noyau de F est nul. Et nul veut dire que c'est trivial, c'est égal à l'ensemble qui contient le seul élément qui est l'élément neutre. Et l'image de F est égale à... c'est pas l'espace d'arrivée, c'est le groupe d'arrivée. OK, l'image de F est égale au groupe d'arrivée. Donc, dans ce cas-là, c'est Z. OK. Mais bien sûr, pour une application quelconque, on peut aussi définir l'image. Et donc, pour subjectivité, les deux, ça, c'est juste équivalent. Les deux notions sont équivalentes, même si on n'a pas de structure de groupe. Et donc, mais ici, il faut vraiment retenir que pourquoi on a cette équivalence, c'est vraiment parce qu'on a des structures supplémentaires pour le groupe. Et c'est pour ça qu'on peut avoir une description beaucoup plus simple. OK. OK, donc dans notre question, ça veut dire que quand est-ce que le quart de F est égal à 0, est égal à l'ensemble E qui est nul, c'est quand A n'est pas 0. OK.
Et quand est-ce que l'image de f est égale à z? Donc, l'image de f, c'est tous les multiples de a. Donc, tous les multiples de a sont... Quand est-ce que tous les multiples de a peuvent être juste tous les nombres entiers si et seulement si a est 1 ou moins 1, d'accord? Okay. Et on voit bien que si a est plus ou moins 1, bien sûr, a n'est pas égal à 0. Donc, la question, c'est quand a est plus ou moins 1, f est un isomorphisme. Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Donc, on voit bien que, en fait, ici, on voit toujours plus ou moins 1 quand on regarde la structure de Z. En fait, c'est aussi parce que ici, on peut dire que les deux éléments sont inversibles dans la structure multiplicative. Ok, ça c'est la notion dans, si on regarde la notion d'anneau, parce que pour l'instant on regarde que le groupe, donc pour Z, l'opération unique pour ce groupe, c'est l'addition. Mais en fait, on sait qu'on peut faire la multiplication aussi. Donc, en fait, il y a deux opérations compatibles pour l'ensemble Z. Et donc, ça nous ramène à la notion de anneau que vous allez voir après. Et donc, dans ce cas-là, pour être un anneau, il faut d'abord une structure de groupe. Et donc, dans ce cas-là, c'est la structure avec l'addition. Et après, il faut avoir une multiplication, mais qui a moins de restrictions. C'est-à-dire qu'on ne demande pas que chaque élément a une inverse. Donc, dans ce cas-là, tous les éléments dans Z, par rapport à la multiplication, n'ont pas d'inverse, mais les deux éléments qui ont d'inverse sont plus ou moins 1. Et donc, ce sont les éléments inversibles, et les éléments inversibles, parfois, nous donnent, par exemple, des isomorphismes et des propriétés plus agréables. OK. Donc, c'est ça l'image qui nous donne cet exercice qui est derrière. Mais en gros, c'est pour vous faire savoir la notion de noyau et l'image et quand on fait des calculs explicites à partir de formules qui donnent la forme de cette application. En fait, c'est juste, puisque pour l'instant, c'est la première fois qu'on apprend toutes ces notions de groupe, de morphisme de groupe, et donc il faut vraiment voir des exemples pour comprendre même des notions naïves, par exemple le noyau et l'image, et donc c'est juste tout simple, mais il faut savoir comment calculer. OK? Et après, c'est le critère que F est un isomorphisme si aussi le noyau est nul et l'image est égale au groupe d'arrivée. Et en fait, on peut aussi dire que être injectif est équivalent à dire que le noyau est nul. Et, ça, c'est très important à savoir. OK, est-ce qu'il y a encore des questions? OK, il nous reste juste 4 minutes. Je crois que je peux juste parler rapidement du CC qu'on a fait aujourd'hui. En fait, ouais, je sais que peut-être c'est un peu difficile, mais bien sûr, il n'est pas nécessaire de tout faire pour avoir la note maximale. Donc, on veut montrer que cette équation admet une solution si et seulement si P est concu à 1 modulo 4. En fait, au début, ça allait vraiment mystérieux, parce que on a l'impression que il n'y a rien à voir avec les deux conditions, mais pourquoi ça c'est vrai? En fait, c'est tout simple, c'est juste avec les outils qu'on a déjà vus, le petit théorème de Fermat et l'ordre d'un élément, et donc c'est vraiment avec toutes ces notions et tous les outils. OK, donc la première question, si on suppose qu'on a déjà une solution. Et maintenant, on veut montrer que l'ordre de A est égal à 4. Donc, c'est-à-dire que A puissance 4 est conclu à 1 modulo P, mais pour tous les nombres qui
qui sont plus petits que 4, c'est-à-dire 0, 1, non, pas 0, parce que a puissance 0 est toujours 1. Donc, pour 1, 2 et 3, a puissance ce nombre n'est pas conclu à 1. OK, pourquoi? Parce que déjà, a n'est pas conclu à 1, parce que sinon, a au carré doit aussi être conclu à 1, modulo P. Et a au carré non plus. Et a puissance 3, non, parce qu'on sait que il faut juste regarder les indices qui sont facteurs de 4. OK? Ou on peut aussi montrer naïvement que ça, c'est juste égal à fois a au carré, mais a au carré est déjà conclu à 1, et donc ça, c'est conclu à moins 1, donc qui n'est pas conclu à 1, parce que sinon a... sinon a doit être conclu à moins 1, et donc a au carré est conclu à 1. Donc, en gros, on montre que 4, c'est vraiment l'indice la plus petite, c'est que a puissance, ce nombre est conclu à 1. Donc, ça montre que l'ordre de a est égal à 4. Et donc, ça, c'est juste par la définition de ordre, d'accord? Et après, on veut montrer que, déjà, cette déviation, P est conclu à 1 modulo 4. Pourquoi? En fait, ça veut dire juste que par la définition, 4 divise P-1. Mais en fait, P-1, ça vient d'où? Ce P-1, c'est juste le petit théorème de Fermat, parce que mais bien sûr, dans ce cas-là, A est inversible dans P, puisque si A est égal à 0, donc A au carré ne peut pas être conclu à 0, à moins 1. Donc, par le petit théorème de Fermat, A puissance P-1 est conclu à 1. Mais 4, c'est l'ordre de A. C'est-à-dire que si on regarde tous les nombres n tels que A puissance n est conclu à 1, il y a un n qui est le minimum, qui est 4, et 4 divise tous les nombres n qui satisfont cette relation. D'accord? Donc maintenant, on sait que n égale à P-1, c'est un nombre qui satisfait cette relation, mais 4, c'est le nombre minimum, donc 4 divise P-1. Parce que sinon, on utilise l'algorithme d'Euclide, on peut toujours trouver un reste qui est plus petit que 4, qui satisfait encore cette relation, et ça, c'est pas vrai. Donc, je crois que ça, c'est un énoncé que vous avez vu en cours. Donc, l'ordre divise tous les nombres n, tels que a puissance, ce nombre, est égal à 1 modulo P. OK. Et après, en revanche, on veut montrer que, OK, je crois que je vais finir ça rapidement. On veut montrer que si P est conclu à 1 modulo 4, on va montrer qu'il existe, une solution. OK, on va utiliser un théorème que vous n'avez pas encore vu, mais je vous ai donné ça dans le sujet. Et donc, en fait, si on regarde ce polynôme, combien de solutions a-t-il modulo Z? Donc, il y a P-1 solutions dans Z modulo P. Pourquoi? Parce que sauf 0, tous les restes satisfont cette relation. C'est-à-dire que juste par le petit théorème de Fermat, x puissance P-1 est conclu à 1 modulo P une fois que x n'est pas 0 dans cet ensemble. D'accord? C'est-à-dire que pour x égale à 1, 2, 3 jusqu'à P-1, x est toujours une solution pour ce polynôme. Donc, il y a P-1 solution pour ce polynôme de degré P-1. OK. Et après, factoriser f de x en deux facteurs. Ici, parce que P est un nombre premier strictement plus grand que 2, et donc ça, c'est un nombre impair. Donc, P-1 est divisible par 2. Et donc, ça, c'est juste la formule classique. Et donc, A au carré moins P au carré, c'est égal à A plus P fois A moins P. D'accord? Et pourquoi maintenant on peut déjà conclure? Parce qu'on voit que F, c'est un
polynôme de degré P-1, mais il a déjà P-1 solution. Donc, c'est-à-dire que pour ces deux facteurs, ce facteur à degré P-1 sur 2 et ce facteur à degré P-1 sur 2 aussi, les deux facteurs doivent aussi avoir le nombre maximal de racines. Parce que sinon, par exemple, si on suppose que ça, il n'y a pas de racine, et donc f de x a au plus P-1 sur 2 nombre de racines, mais ça, ce n'est pas vrai, parce qu'on sait que f de x a déjà P-1 racine. Donc, c'est-à-dire que pour ces deux facteurs, ils ont aussi le nombre maximum de racines. C'est-à-dire que ça, on a P-1 sur 2 racines, et ça, on a aussi P-1 sur 2 racines. Donc, en particulier, on a une racine pour ce polynôme-là, modulo P. On le note par exemple, R. Donc, c'est-à-dire que R puissance P-1 sur 2 est concu à moins 1, modulo P. Mais après, puisque P est concu à 1 modulo 4. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que, puisque jusqu'à maintenant, on n'a pas encore utilisé cette condition, on peut montrer que, en fait, ça a un sens, puisque P-1 est divisé par 4, et donc ça, c'est bien un élément modulo P. Et après, cet élément au carré est concu à moins 1 modulo P. Donc ça, c'est x, d'accord. Donc x au carré est concu à moins 1 modulo P. Donc ça, c'est le sujet, donc ça, c'est la réponse pour le CC. En fait, c'est pas vraiment difficile, peut-être c'est juste que, parce que c'est un peu long, et donc ça me donne un peu l'impression un peu effrayante, mais en fait, on voit que ouais, c'est déjà, avec les outils qu'on a appris, on peut déjà montrer des résultats très intéressants, parce que ici, déjà, on a deux côtés de problèmes qui ne semblaient pas liés du tout au début, mais avec tout ça, on montre que, ouais, en fait, ouais, il y a juste une condition simple pour déterminer si cette équation admet une solution ou pas. Et après, en utilisant ça, on peut montrer même des résultats plus intéressants. Je crois qu'on a à attendre un petit peu pour que vous allez voir, par exemple, la structure de Z ajouter I. Donc, I, c'est la racine carrée de moins 1. Et ça, on a une structure de divisibilité qui est similaire à celle de l'ensemble de nos entiers. OK. Et après, on va utiliser ça pour montrer que, ouais, on a aussi des notions de nombre premier dans cet ensemble. Et quand est-ce qu'un nombre premier classique reste encore un nombre premier, et quand est-ce qu'un nombre premier peut être écrit comme deux nombres non triviaux dans ce nouvel ensemble. Et quand est-ce qu'un nombre premier P classique est une somme de deux carrés? Et toutes ces questions peuvent être résolues vraiment efficacement et très simplement d'une manière vraiment très, très simple, et avec tous les outils qu'on a utilisés. Et donc ça, c'est juste une première impression que je peux vous donner, comment on peut utiliser ça en mathématiques. OK, il y a d'autres questions? Et sinon, vous pouvez préparer les exercices suivants et vous pouvez envoyer vos solutions en mail. Et donc, je peux aussi inviter des camarades qui veulent expliquer leurs solutions à vos camarades, aux autres camarades. Et donc, je crois que ce serait mieux en tant que participation. OK, s'il n'y a pas de questions, je vous dis bonne journée. Et à jeudi alors. OK. Au revoir, monsieur. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.